La société civile doit jouer un rôle important dans l'accompagnement de nouvelles institutions de la République, surtout dans leur combat contre la lutte contre la corruption, dans leur combat contre la corruption. Voilà, nous aussi nous sommes concernés, médias, sommes société civile. Et nous recevons un de nôtres, Jean-René Mpoutou-Bidoya. Sur ce plateau, c'est la deuxième fois. Bonjour. Bonjour Fabien, et merci. Jean-René Mpoutou-Bidoya, vous êtes à la tête du Front congolais contre la corruption, la concussion, l'hypercolonisation et leurs conséquences. Oui, antivaleurs et pauvreté doivent céder la place sur votre chemin. F6C, c'est comme ça que vous synthétisez ce combat. Alors, on revient sur les principaux objectifs que vous vous êtes assignés. Ce matin, nous disons que nous tous nous sommes concernés par ce combat. Ce n'est pas le combat de Tshisekedi lui-même. Nous sommes concernés, nous sommes ici dans une chaîne de télévision. Fabien, chaque semaine, il y a un journaliste qui est tué dans le monde. Chaque semaine, qui est tué parce qu'il s'est intéressé au problème de la corruption. Alors quand vous prenez le nombre de semaines, vous voyez par an, nous perdons combien de journalistes? Et cela, c'est le cas de tous ceux que nous appelons les lanceurs d'alerte. Ils sont en danger, il faut les protéger. Les objectifs de F6C, notre ONG, c'est d'arriver, in fine, après plusieurs combats, à éradiquer la corruption sous toutes ses formes. Mais ce n'est pas l'affaire des dirigeants seulement. Parce qu'on se dit, le président Félix Tshisekedi est arrivé, il va mettre fin à la corruption, il n'y en aura plus d'ici une semaine ou d'ici 2 mois. C'est une aberration. C'est l'affaire de tout le monde. Lui seul ne peut pas combattre et éradiquer la corruption. C'est l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire des institutions, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire de la police, c'est l'affaire de la justice, c'est l'affaire de toute la population congolaise. Et la corruption guette-t-elle seulement ceux qui sont aux affaires ou nous aussi individuellement? Chaque personne est visée par la corruption. Parce que la corruption ne commence pas au moment où on met la main dans le sac de l'État pour puiser de l'argent. La corruption commence déjà dans la famille. La corruption commence dans la société. Nous évoluons avec la corruption. Si on ne change pas de comportement, si on ne change pas de manière, si on ne change pas d'éducation de la population, c'est inutile. Tous ceux qui deviennent ministres, tous ceux qui deviennent PDG, tous ceux qui deviennent présidents des conseils d'administration, etc., ce sont des Congolais qui sont là dans des familles où ils ont vécu la corruption chaque jour. Alors, ce n'est pas un problème de dire c'est vous, c'est pas moi, mais c'est un problème de dire nous pouvons éradiquer tous ce mal tout en nous serrant les coudes. On doit se serrer les coudes. À ce stade, nous revenons à vos objectifs. Est-ce qu'il y a une étape pédagogique de la prise de conscience? Oui, il y a cette étape qui est très importante. C'est pour ça que dans nos stratégies, nous allons vers tout ce qui est pédagogique. Vous allez dans les écoles, par exemple. Il y a la corruption, il faudrait organiser des conférences, il faudrait organiser des réunions, il faudrait que dans les programmes scolaires, dans les programmes universitaires, on insère la lutte contre la corruption. Il faudrait que ça s'enseigne, parce qu'aujourd'hui ça se vit. Vous avez la corruption, vous dites corruption à l'université. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour que ceux qui sont à l'université puissent apprendre ce qu'est la corruption, puissent savoir comment on combat la corruption? Donc parmi les points sexuellement transmissibles. Par exemple, vous savez, je dirige, sans faire sa publicité, la radio Campus Unikin. C'est une radio qui est au sein de l'université de Kinshasa. C'est un projet financé par la coopération belge. Je m'occupe des étudiants à partir du deuxième graduat jusqu'en première licence, pour leur montrer comment on parle à la radio. Parce qu'il y a une radio là-bas. Comment on tient un micro, comment on pose des questions. Qui est géré par le département de la communication. C'est la faculté de lettres, département de la communication. Oui, voilà. Alors, quand je recevais les étudiants, je leur dis, proposez-moi des sujets de reportage. Je peux vous envoyer un reportage. Sur 20 sujets qui me sont proposés,
12, c'était le point sexuellement transmissible. 12. Le point sexuellement transmissible. Bon, c'est pas tout le monde qui le fait, mais des cas isolés qui font que, voilà, un seul fruit peut pourrir tous les autres. Tous les autres fruits. Alors, ce n'est qu'un aspect infime de la corruption sur le campus universitaire. Il y a d'autres formes. Alors, vous avez demandé si nous avions une pédagogie. L'approche pédagogique pour faire prendre conscience. Parce que les gens se trompent, ils disent « Nul n'est censé ignorer la loi ». Or, beaucoup de gens ignorent la loi. Ils ignorent la loi. Même parmi nous, les fameux comment on l'appelle, les fameux instruits. Oui. Nous sommes par moments ignorants. Aider nos lois. Vous avez tellement raison, Fabien, que si on posait la question à 10 Congolais, est-ce que vous êtes corrompus? 9 vont dire, moi, nous ne sommes pas corrompus, moi je ne suis pas corrompu. J'entends ça partout. Vous avez au gouvernement, tout le monde dit, moi j'ai bien géré, je ne suis pas corrompu. Vous allez au Parlement, vous allez par... Nous-mêmes journalistes, on dit on n'est pas corrompu. C'est parce que souvent on ne sait même pas ce que c'est que la corruption. Bon, vous allez faire un travail. Vous avez une éthique, vous avez l'obligation de faire le travail dans tel sens. Quelqu'un vous dit, écoutez, moi je vous oriente vers un autre sens. Et il vous donne une rétribution. Vous ne considérez pas ça comme une corruption, vous dites c'est une motivation. Vous dites c'était l'initiative de M. Koupa. Oui, par exemple, tout simplement. C'est dans tous les domaines, avocats, médecins, partout. Bon, j'étais dernièrement dans une des communes de Kinshasa. Quand vous allez pour avoir une attestation de naissance, on vous dit, vous savez, c'est gratuit, hein, mais nous n'avons pas de papier. Mais il n'y a pas de cartouche. Bon. Vous voyez déjà qu'on vous demande quelque chose, mais on vous indirectement. On vous dit, c'est gratuit. Il n'y a pas de... Bon, mais vous-même, vous êtes motivé. Vous comprenez. Vous avez besoin de ça. Mais qu'est-ce qu'il faut? Non, on n'a pas de papier. Ah, ça suffit. Donnez quelque chose pour qu'on achète le papier. Et on ne considère pas ça comme une corruption. Et c'est dans tous les domaines. Donc l'approche pédagogique est là. Les nouvelles autorités doivent pouvoir s'y mettre. C'est-à-dire... Nous devons tous nous y mettre ou les nouvelles autorités doivent s'y mettre parce que quand on est autorité, on commande, on a la commande d'un événement, de cheminement. C'est les autorités qui donnent l'impulsion. Si par exemple, vous voyez dans des pays qu'on considère comme les pays les plus corrompus, souvent il n'y a pas de volonté politique. C'est ce qu'on demande. Transparency International dit il n'y a pas de volonté politique des dirigeants. Comment les multinationales par exemple opèrent? Une multinationale arrive, il ne va pas traiter avec un chef de bureau, il ne va pas traiter avec un ministre, il traite avec le chef de l'État. On traite tout au niveau du chef de l'État et le chef de l'État devient en fait le commanditaire de la corruption. C'est lui qui fait en sorte que tous ceux qui concernent cette multinationale là-bas passent sans embâche. Dès qu'un ministre veut toucher, on dit attention, le chef de l'État regarde ça. Alors, quand il n'y a pas de volonté politique des dirigeants, heureusement que pour le moment, nous voyons, les nouvelles autorités politiques ont fait de la lutte contre la corruption leur cheval de bataille. Cheval de bataille, mais oui. Le monde est dans des complications terribles. Les ONG internationales, par moments, qui nous amènent des belles leçons, sont les branchements de certains réseaux mafieux au monde et des criminels, je n'ose pas citer leur nom, et ils vous donnent par exemple des présents pour infecter votre pays des dons. Par exemple, nous dans les médias, avec une rémunération par Western Union, on vous dit, vous devez faire ça, voilà ce qu'on attend de vous. Et ça, c'est une corruption à un niveau où ça s'appelle stratégie. C'est une corruption, il n'y a pas de stratégie. Quand une ONG, ce n'est pas seulement des ONG, c'est tout ce qui est étranger. Nous appelons ça l'hypercolonisation. Pourquoi? Vous allez voir que dans le FCC là, il y a hypercolonisation. Qu'est-ce que nous entendons par là? La colonisation belge, par exemple, toute la colonisation se faisait sans l'accord du colonisé. On vient, on vous arrête, on vous fouette, on vous coupe les mains, vous partez. Aujourd'hui, l'hypercolonisation, c'est que vous consentez vous-même, vous contribuez vous-même, vous devenez agent de la corruption de cette colonisation. La colonisation a plusieurs formes, les ONG, les multinationales, tout ce qui est étranger qui arrive. Et même les hommes, je lisais un article où l'on dit, en Afrique, la corruption est entretenue par des hommes d'affaires européens, chinois et américains. Mais quand ils viennent en hommes d'affaires. Ils viennent faire le business. Ils disent contrat gagnant-gagnant. Mais je me demande toujours qui gagne et qui gagne quoi. Au lieu de dire gagnant-perdant. Gagnant-perdant, c'est toujours gagnant-perdant en fait. Alors, mais non, ils arrivent,
Officiellement, ils vous disent, nous allons vous construire des habitats sociaux, nous allons vous construire des écoles, mais que valent 10 écoles qu'on vous construit? Que valent ces habitats où personne pratiquement n'habitera à part les étrangers qui vont y habiter par rapport aux minerais bruts qu'on prend dans des tracts, qu'on amène, dont vous ne connaissez ni le contenu, ni la richesse, vous ne savez rien. Et on vous impose les prix. On vous impose les prix et on vous dit, nous faisons du business. Et quand le gouvernement vient, il dit, nous avons signé des contrats gagnant-gagnant. C'est de la corruption. Donc ce que vous dites, même les ONG, une ONG qui arrive, généralement on vous dit, nous venons, moi j'ai vécu dans des ONG aussi, et c'est plein à l'Est. Moi, je suis allé installer une radio à Bukavu, une radio-télévision à Bukavu. J'ai fait le recrutement. Les CV de ceux qui venaient pour être recrutés, 90% expérience, travail dans les ONG. Là, c'est le travail qui existe, les ONG. Mais les ONG viennent faire quoi? Elles viennent, elles vous disent, nous venons par exemple pour nous occuper des droits de l'homme, nous venons par exemple pour nous occuper de l'agriculture, mais généralement on vous dit... nous venons encourager le monitoring voilà. Des actions des autorités publiques. Quand vous regardez bien, derrière, on dit, est-ce qu'il y a de l'or ici? Est-ce qu'il y a le coltan ici? Mais généralement, alors quel rapport y a-t-il entre l'objectif avoué et ce qu'on fait en dessous? Et puis quand on vient pour les enfants malnutris, en dessous, on demande, mais ici, là... Oui, on veut savoir s'il y a de richesses, c'est ce qu'on peut faire. C'est tout simplement ça. C'est ce que nous appelons l'hypercolonisation. On contribue à cette nouvelle colonisation. Mais, pour revenir à nos objectifs, nous avons dit, par exemple, nous voulons une responsabilité politique. Nous en avons déjà parlé. Nous voulons le contrôle des finances, des finances publiques. Là, c'est encore une mer à boire. Les finances, les douanes et tout le reste. Vous avez connu l'épisode de Zolobambi. Il est là, il a toutes les informations, il est à la tête du pays, nommé par le chef de l'État, et il est paralysé. Et vous sentez des gens qui le menacent. Et nous avons dit, lui, nous le considérons comme lanceur d'alerte, comme les journalistes, comme les syndicalistes, comme tous les restes. Ce sont des lanceurs d'alerte et ils sont toujours en danger. Alors, les finances publiques, ça fait partie de ce qu'on appelle la bonne ou la mauvaise gouvernance. Où c'est bien fait, ou ce n'est pas bien fait. Et là-dedans, il y a beaucoup de magouilles. Quand vous allez, ce n'est pas seulement la République démocratique du Congo qui est concernée. Nous, on a fait des enquêtes pour pratiquement tous les pays africains. L'Afrique subsaharienne est la région la plus corrompue au monde. Les gens ne le savent pas. Alors qui est corrupteur et qui est corrompu? Celui qui est... Si l'Afrique subsaharienne est la région la plus corrompue au monde, alors qui corrompt? Je vous ai dit ici qu'il a été établi une connivence entre les multinationales et les chefs d'État, et les dirigeants des États. Pourquoi on fait la publicité donc la publicité, une publicité négative des corrompus, alors que le corrupteur reste indemne? Parce que le corrupteur est puissant. Il est puissant par rapport aux dirigeants. C'est lui qui nomme les dirigeants, c'est lui qui les déstabilise. Donc ces rapports sont des rapports commandités par les corrupteurs. Oui, vous m'avez demandé qui est corrupteur, qui est corrompu. Il y a deux niveaux de corruption. Il y a cette corruption institutionnelle ou étatique. Là, on établit, c'est des grandes puissances qui viennent imposer à des dirigeants faibles une politique à suivre pour que la corruption fasse son travail. Mais il y a aussi la corruption interne. C'est-à-dire, nous avons parlé de la bonne gouvernance ou de la mauvaise gouvernance. Quand vous êtes, qu'est-ce que vous êtes ministre et que vous prenez l'argent des frais de fonctionnement, vous donnez à votre épouse pour qu'elle puisse aller avec ça à sa ferme. La multinationale dit pourquoi? C'est vous qui êtes mauvais gérant. Donc, il y a, au niveau interne, nous sommes de mauvais gérants, nous sommes des corrompus et des corrupteurs aussi à l'interne. Et ça aussi, ça détruit le pays. Alors maintenant, les corrupteurs, vous les mettez où voilà, et ils sont des saints. Les corrupteurs, ce ne sont pas des saints, ce sont des satans. Qui a dit qu'ils sont ça? Les corrupteurs internationaux. Il faudrait trouver des stratégies pour les combattre. Il y a Transparency International qui a par exemple pensé à pouvoir établir un traité international. Qui finance Transparence ou Transparency International? Bon, point d'interrogation. Parce que beaucoup disent... Ce sont là des questions qui fâchent. Oui, oui, ce sont des questions qui fâchent parce que toutes ces organisations, tous ces organismes internationaux vivent aux dépens de fonds obscurs. Souvent, on ne sait pas qui les finance.
officiellement, on vous dira, c'est par exemple telle banque, mais les mêmes banques sont soupçonnées d'entretenir aussi de la corruption. Alors, maintenant, pour revenir à votre interrogation, je parlais de traité international. Qu'est-ce qui énerve et qu'est-ce qui gêne? Vous avez une multinationale américaine, dont le siège est aux États-Unis, une multinationale française, mais qui a des filiales en Afrique. Quand la filiale est confrontée au problème de corruption et que vous voulez l'attaquer, c'est la grande multinationale qui intervient. Et si vous lui tenez tête, c'est un coup d'État qui est monté, voilà, avec des armes vendues aux délinquants pour vous déstabiliser. Non seulement ça vous fait partir du pouvoir. Et même vous tuer. Voilà. Parce que c'est arrivé déjà. Il y a des cas, on connaît des cas. Alors, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous avez commencé l'émission en disant, nous devons nous serrer les coudes. C'est un problème général, c'est un problème national. Revenons à notre pays. Ce qu'on doit faire, c'est faire en sorte que tout ce qui va venir comme mesure pour combattre la corruption, pour imposer la bonne gouvernance, pour désigner de bons dirigeants, que la population puisse soutenir ces mesures-là. Parce que ce qui arrive, un ministre, on propose un cas, tel peut devenir ministre 2. Les autorités disent non. Vous voyez, ethniquement parlant, puisqu'il est de telle province, puisqu'il est de telle ethnie, on se soulève. C'est notre fils, il faut le laisser. C'est le nôtre. C'est le nôtre. Osa Tournabiso. Non. On va même chez lui, on lui donne les liboka et dit, mais yo, Kobo Sanabiso. Alors ça c'est vraiment encourager le mal. Il faut que la population accepte des mesures qui seront, je le dis toujours, impopulaires. Il arrivera un moment où, pour combattre tout ce qu'il y a, les nouvelles autorités vont vouloir punir des gens. Il faut qu'on y arrive. Qu'on ne crie pas au tribalisme. Non, qu'on ne crie pas au tribalisme, qu'on ne crie pas à l'injustice, à la chasse aux sorcières, non. Si on fait l'hypocrisie, on dit qu'on ne touche pas à tel ou tel camp politique, qu'on ne touche pas à tel... Parce que moi je dis que la corruption est dans tous les camps politiques. On ne peut pas dire corruption, bon, nous sommes chez nous, on ne peut pas dire la corruption est la spécialité de ceux de tel camp, de tel... Les gens de la gauche ou les gens de la droite. Bon, ne citons pas des noms, mais je dis, vous avez été aux affaires, vous avez été convaincu de corruption, vous vous êtes sali les mains. Vous n'êtes pas encore aux affaires, vous pouvez aussi vous salir les mains. Et puis la justice dans un état de droit, c'est le respect de la procédure, également dans le respect des règles de l'art. Vous n'allez pas crucifier quelqu'un sans l'avoir entendu. Non, ça c'est pour ça que nous parlons. Et comme les journaleux le font sous la toile, oh non, tel corrompu. Mais non, vous avez des preuves, où sont les preuves? Et ça c'est encore un danger. Oui. Nous avons dit pour notre ONG, vous l'avez dit la fois passée, éthique, dénonciation, justice, sanction. Ce sont les 4 piliers. Il faut d'abord qu'on ait une bonne éthique, qu'on puisse savoir bien gérer. Il faut dénoncer le mal, mais il ne faut pas faire de la dénonciation calomnieuse. C'est-à-dire que nous, par exemple, ONG... C'est dangereux. C'est très dangereux. Nous, par exemple, ONG, n'avons pas le droit de dire telle personne est corrompue, il faut le mettre au cachot. Non, nous devons aller vers la justice. On doit l'entendre, il doit se défendre. Peut-être que c'est un innocent. Il y a des gens qu'on dénonce tout simplement par jalousie. Alors, dernière préoccupation, Jean-Rémy Poutou. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que nous allons faire? Et vous, pour ces réseaux étrangers, je ne cite pas les noms, qui commencent même à financer l'arrivée de certaines personnes au Parlement pour faire asseoir leurs influences. Vous savez, un voleur, un voyou, reste un voyou. Il va toujours se comporter en voyou. C'est à vous de l'empêcher de se comporter en voyou. Vous n'allez jamais empêcher, vous avez parlé des étrangers, des gens qui ont des intérêts dans le Kivu, qui ont des intérêts dans le Katanga, qui ont des intérêts partout. Oui, il y a des sociétés connues. Vous n'allez pas les empêcher de tout faire pour corrompre les vôtres. Mais c'est à vous de vouloir détecter la corruption, comme ça s'est fait avec les gouverneurs, les sénateurs. Il y a des gens qui ont démissionné parce qu'on vient leur proposer 10 000 dollars, 50 000 dollars. Mais au niveau international, pour vous parler des étrangers, on ne propose pas 50 000 dollars. On propose 5 millions de dollars, 20 millions de dollars pour pouvoir avoir une assise dans le pays. C'est à nous, Congolais, de détecter cela, de dénoncer cela et de les empêcher de continuer à nous enfoncer. Parce qu'in fine, quand un député est corrompu, quand il devient, disons, une passerelle pour ce voyou étranger, mais c'est le peuple qui va en souffrir.
c'est vous et moi qui allons en souffrir. C'est nous qui n'aurons pas de salaire, c'est nous qui n'aurons pas d'emploi. Parce que quelqu'un lui a reçu de l'argent. Nous devons pouvoir le détecter, le dénoncer et aller jusqu'à combattre aussi celui qui est derrière. Un combat âpre, oui. Et difficile. Ce qui se passe au Capitole avec des réseaux d'influence, ça se passe aussi chez nous. Oui, absolument. Alors chez eux, ce n'est pas des anges. Peut-être les queues, où la queue est cachée. Alors, mais on fait la promotion de ce qui se passe chez nous à mal. Vous savez, Fabien, chez eux, ils ont une justice qui marche. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un peut avoir commis des cas de corruption il y a 20 ans. La justice peut le rattraper. Chez nous, nous devons d'abord revaloriser la justice. Tout le monde a peur de la justice. Il y aura de moins en moins de corruption. Parce qu'on sait que la sanction vous attend. Et là, l'aspect pédagogique pourra aussi beaucoup jouer, à part ce qu'on doit inculquer dans les jeunes